Bienvenue à toutes, à tous pour ce deuxième e-débat. Les e-débats du Conseil national des barreaux, c'est un moyen de poursuivre l'échange entre les avocats et les citoyens, entre la communauté juridique et les pouvoirs publics, entre les acteurs de la justice et la société civile. Alors pour ce deuxième e-débat, nous avons choisi d'aborder la question du tracking. Et pour cela, nous avons l'honneur, le plaisir d'accueillir avec nous Monsieur Henri Verdier, ambassadeur du numérique depuis octobre 2018. Je précise qu'il a également été directeur interministériel du numérique et du système d'information de l'État français et administrateur général des données. La mission qu'il accomplit à présent est très spécifique à l'État français. Elle a pour objectif de garantir la sécurité internationale du cyberespace, de contribuer à la gouvernance de l'internet en renforçant son caractère ouvert et diversifié, de promouvoir les droits humains, les valeurs démocratiques et la langue française dans le monde numérique, et aussi de renforcer l'influence et l'attractivité des acteurs français du numérique. J'ai eu le privilège de travailler avec lui il y a quelques années, à l'occasion d'une mission qui nous avait été confiée par monsieur Bartolone sur un sujet pas très éloigné de celui qui nous occupe aujourd'hui, puisqu'il s'agissait d'établir un rapport numérique et liberté, un nouvel âge démocratique. Monsieur Verdier fera un point sur les solutions qui ont été mises en place également dans les autres pays. Nous débattrons également avec Sophie Ferry-Bouillon et Anne-Laure Hélène Desilouze, toutes deux membres du Conseil national des barreaux, très impliquées dans ces questions. Sophie Ferry-Bouillon, je le précise, est avocate au barreau de Nancy. Elle est membre de la commission Liberté et droits de l'homme du Conseil national des barreaux et elle est spécialiste en droit pénal. Anne-Laure Hélène Desilouze, elle est avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit des télécoms, des nouvelles technologies et en droit de la concurrence. Et le débat sera animé par Xavier Autain, président de la commission communication du Conseil national des barreaux. N'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux ou directement sur le chat. Alors, parlons un instant du trafficking. Alors, ou, pour faire peut-être plus clair et donc plus français, la question de la traçabilité en temps de crise sanitaire. Qui trace-t-on? Les citoyens. Tracer les citoyens, voilà forcément un sujet qui interroge, qui intéresse, qui interpelle les avocats. Et à l'heure où le Premier ministre s'exprime devant le Parlement, nous allons découvrir les intentions du gouvernement en matière de suivi technologique de nos concitoyens. Une première. Un inédit de pensée pour nous, juristes qui avions travaillé à armer notre pays d'un corpus pour protéger et défendre les données personnelles. Je vous parle bien sûr de la loi informatique et liberté de 1978 et tout cela a suivi son cours jusqu'au fameux RGPD, ce règlement général de protection des données. Alors, j'ai envie de vous dire, à circonstances exceptionnelles, dérogation exceptionnelle. En tous les cas, c'est ce qu'on nous dit. Certes, mais rappelez-vous, on nous tenait exactement le même discours pour le terrorisme. Et depuis, les dérogations sont devenues le droit commun. On nous dit encore, ces citoyens qui ne cessent d'utiliser la traçabilité en tant que consommateurs sur les réseaux sociaux, sur les plateformes en ligne, sur les sites de e-commerce, seraient demain scandalisés par la traçabilité pour lutter contre le Covid-19 ? En clair, être tracé pour acheter des vêtements sur Internet, oui, mais pour lutter contre le virus, non. Où est la logique? Alors, nous allons en débattre. Je tiens tout de même à faire remarquer que cette fois-ci, c'est l'État qui trace. C'est l'État qui l'assume. Et avec derrière, peut-être, des mesures attentatoires à une liberté qui est fondamentale, la liberté d'aller et de venir. On nous dit aussi, grâce au Bluetooth,
Il n'y aura pas de stockage des données. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de géolocalisation. Nous parlons bien de Bluetooth. Moi, je dis que je ne connais aucune donnée, je dis bien aucune donnée, qui n'ait pas besoin d'être stockée à un moment ou à un autre, qu'il y a toujours échange de données, qu'il y a donc toujours transit de ces données sur un serveur quelconque. On nous dit aussi, ne vous inquiétez pas, ce sera sur la base du volontariat. Quand le juriste entend volontariat, il pense quoi? Il pense consentement. Et quoi de plus facile à influencer que le consentement? La pression des médias, l'entourage familial, l'employeur, les voisins, les amis. La pression tout simplement de la pandémie, ne pas se sentir responsable. Alors oui, comment s'assurer que ce consentement sera parfaitement libre, sera parfaitement éclairé? En conclusion, se posera aussi la question de l'opportunité, de la priorité, de la capacité de notre pays débordé par la crise sanitaire de mener à bien un tel projet technologique. À l'heure où l'approvisionnement en masques, en tests, en protection sanitaire pose problème, nous le savons, où les tribunaux sont à l'arrêt, les prisons en tension, les magistrats sans moyens supplémentaires, il pourrait apparaître décalé que l'État concentre des ressources humaines et financières importantes pour développer une telle application. Et si on reprenait la liste des partenaires de ce projet, pas moins de 9 entités et entreprises concernées, je me pose la question de l'efficacité et surtout de qui, parmi tous ces acteurs, gardera en tête l'impérieuse nécessité de garantir les libertés individuelles. Alors, dans ce contexte, eh bien, nous aurons plaisir à entendre Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Verdier, tout d'abord, et ensuite à en débattre. Merci de votre présence et la séquence est ouverte. Monsieur l'ambassadeur? Bonjour à tous. Écoutez, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai qu'on a souvent travaillé ensemble, que j'ai beaucoup travaillé sur les sujets de gouvernement ouvert, d'open data, de transparence et de démocratie après la révolution numérique. Je précise juste, on se l'est dit quand on organisait, les ambassadeurs ne prennent pas parti au débat au sein du gouvernement, ils défendent les positions de la France, surtout à l'étranger. Et donc, je ne viens pas ici me mêler au débat, je viens porter témoignage, apporter des réponses factuelles, si vous me les demandez, et assister à votre débat. Mais effectivement, c'est intéressant de remettre un peu de perspective géopolitique et technique sur cette question. Je commencerai par rappeler que quand arrive une épidémie, la première réponse sanitaire, c'est toujours des formes de traçage, c'est-à-dire qu'à la fois pour comprendre comment est arrivée une contagion et pour freiner cette contagion, on fait toujours la même chose pour Ebola, pour le SRAS ou pour le Covid. On s'enferme avec le patient et on reprend avec lui son parcours des 15 derniers jours et on essaye de voir tous les gens avec qui il a été en contact. Ça permet à la fois d'essayer d'identifier la source de sa contagion et ça permet de l'inciter à prévenir les gens qu'il a peut-être, malgré lui et sans le savoir, exposés à un risque d'infection. Et c'est d'ailleurs ce que la France a tenté de faire sur le Covid lorsqu'il est arrivé aux Contamines. Vous vous rappelez, tout premier foyer en France, il était en Savoie. C'était une personne qui arrivait de Singapour, qui avait passé une semaine dans un chalet, qui avait contaminé sa famille et quelques voisins. Et on a stoppé l'épidémie et ça s'est arrêté là. Et puis, on s'est fait déborder après Mulhouse, après le rassemblement évangéliste, où là, il y avait trop d'acteurs, des centaines de gens, et on n'a pas pu faire ce travail en temps utile. Simplement, là, nous avons une épidémie qui est mondiale, qui est une pandémie, qui est massive, et effectivement, et puis qui se passe après la révolution numérique. Et donc, dans le monde entier, des gens se sont dit, mais si on automatisait tout ça? Alors, avec toutes les précautions oratoires requises, on ne sait pas encore parfaitement dans le détail tout ce qu'a fait la Chine, mais la Chine a travaillé l'épidémie avec un confinement rapide, massif, qui a eu du succès et qui a utilisé de très nombreuses ressources numériques. Alors, à la fois d'ailleurs, en tout cas, elle envisage maintenant de mettre des bracelets qui prennent votre température
aux enfants et de ne laisser rentrer dans les écoles que les enfants qui n'auront pas de température. Donc là, vous voyez, c'est bien au-delà du tracking. C'est vous obliger à fournir une information qui vous ouvre ou vous ferme des droits. Elle a utilisé des drones pour vérifier si les gens qui étaient dans la rue avaient le droit d'être dans la rue. Elle a distribué des espèces de passeports digitaux qui permettaient aux uns de prendre le métro, pas aux autres. Enfin, nos attestations de sortie à la française étaient beaucoup plus automatisées et irréfragables en Chine. Face à ce modèle, un certain nombre de pays d'Asie ont dit tout ça, c'est quand même un peu raide. On peut faire plus respectueux des libertés individuelles. Et probablement le pays qui a dégainé le plus vite, c'est la Corée, qui avait une expérience des épidémies. Ils avaient une grosse épidémie il y a 5 ou 6 ans. Et la Corée, elle a opté pour un géotracing. Donc précisément ce qui inquiète beaucoup de gens dans le débat en France. C'est-à-dire qu'en gros, mais elle a fait ça très tôt, quand elle avait quelques dizaines de patients. Et donc, en Corée, quand on a un patient, l'autorité sanitaire peut prendre l'archive de ses 15 derniers jours de déplacement de son téléphone. Donc là, c'est géolocalisé. On peut savoir qu'il a pris le métro tel jour à telle heure, qu'ensuite il est resté dans son bureau, qu'il s'est arrêté dans une cafétéria. Et on géolocalise et on retrouve tous les gens qui avaient eux-mêmes des téléphones géolocalisés au même endroit, au même moment. Et on prévient ces gens en disant vous avez été dans le wagon ou dans le restaurant ou dans la pièce d'une personne contaminée. Vous voyez que là, c'est une suspension du droit à la vie privée. Alors, c'est moins automatisé qu'on ne le dit en Corée. C'est une armée de quelques centaines d'agents publics qui, avec des outils très simples, plutôt des tableurs Excel, etc., reprennent l'itinéraire d'un patient. Et ça tient quand on est ce qu'on a appelé en France en phase 1. En tout cas, c'est comme ça que fait la Corée, qui est un des pays qui a le mieux limité la propagation de l'épidémie. Ensuite, à Singapour, ils ont fait l'application qu'ils ont appelée Trace Together. Et c'est eux qui ont introduit la notion de de contact tracing et non pas sans géolocalisation. Et c'est les premiers qui ont dit on pourrait utiliser le Bluetooth pour dire tiens, ces deux téléphones étaient à moins d'un mètre l'un de l'autre. Et donc, on peut prévenir les gens sans avoir enregistré où ils étaient à moins d'un mètre l'un de l'autre. Donc, du coup, on peut vous dire vous étiez à moins d'un mètre de quelqu'un, mais le système n'a pas besoin de mémoriser que vous étiez dans un meeting politique, que vous étiez dans une assemblée générale de votre syndicat, que vous étiez dans une manif. Il retient juste que vous étiez à 1 mètre de quelqu'un. Donc, ça enlève une information personnelle et donc, d'un certain point de vue, c'est plus protecteur des libertés. Il reste bien des préoccupations, mais donc ça, c'est l'application Trace Together qui globalement a beaucoup intéressé les démocraties occidentales. Et c'est l'hypothèse sur laquelle est partie la France et la plupart des pays européens d'ailleurs. Donc en ce moment, il y a des réflexions et des expérimentations un peu partout. Le Premier ministre a dit il y a une demi-heure qu'en France, pour l'instant, on n'était pas assez clair sur les spécifications exactes de l'application, ni sur sa faisabilité, ni d'ailleurs, c'est bien le problème, sur son utilité pour lutter contre l'épidémie, et que donc on laissait avancer le projet et qu'il y aurait un débat parlementaire avant de décider éventuellement de le déployer. Mais je précise juste pour terminer cette mise en perspective que bien qu'on ait dit en France, OK, chez nous, ce sera du contact tracing sans géolocalisation, il reste une grande diversité d'approches. Et il y a beaucoup de débats qui font rage dans tous les pays d'Europe et dans toutes les démocraties libérales. Donc d'abord, c'est sur une base de volontariat ou pas. Donc chez nous, on a immédiatement dit que ce serait sur une base de volontariat, mais on l'a dit comme une promesse politique, donc d'autorégulation. On n'a pas creusé profondément s'il était possible en droit de passer à la phase suivante. Je crois que le RGPD prévoit quand même des possibilités de suspension en cas de circonstances exceptionnelles. Et puis, on a déjà entendu dans le débat public différentes voix s'élever pour susciter le volontariat, en disant qu'il faudrait peut-être une priorité d'accès aux soins, il faudrait peut-être… et puis, effectivement, rien ne dit qu'un employeur, par exemple, ne va pas dire vous revenez au bureau, mais à condition que vous ayez téléchargé l'application préalablement. Donc, il y a eu une controverse sur le volontariat. Il y a une controverse très intéressante sur l'architecture profonde. Donc, Christiane Ferralschul l'a dit. Jusqu'où on peut décentraliser une application de ce genre? Alors,
techniquement parlant, on peut très bien imaginer de garder strictement en local l'information des téléphones à proximité desquels je me suis trouvé. Techniquement parlant, on peut inventer un système 100% décentralisé. Il n'est pas certain que ce soit le plus protecteur parce que du coup, vous augmentez la surface d'exposition aux pirates. Face au risque cyber, une décentralisation complète, ça veut dire aussi de très nombreux points d'entrée. Et donc aujourd'hui, une des controverses architecturales très importantes, c'est de savoir est-ce qu'on décentralise la liste des patients qui ont déclaré qu'ils étaient atteints. Et aujourd'hui, l'architecture sur laquelle travaille la France, elle dit que c'est chez vous qu'il y a la liste des téléphones à proximité desquels vous avez été en contact et que tous les jours, vous appelez une liste de patients qui ont déclaré qu'ils étaient malades. Les deux étant cryptés, hein. C'est-à-dire que vous ou moi, si on regarde la base de données, on ne comprend pas. Donc après, la question de savoir si on a mis des cryptages suffisants pour se garantir que personne ne peut péter le cryptage, c'est vraiment une discussion d'experts. Mais aujourd'hui, il y a une architecture avec une base de données d'identité cryptée qui désigne des gens qui ont déclaré être malades. Ça a été une controverse avec d'autres pays européens et s'est greffé là-dessus une dernière controverse, et je termine avec ça. C'est que pendant ce temps-là, Google et Apple ont proposé, eux, de servir de base arrière pour organiser ce contact tracing. Ils ont dit, je peux activer dans mes téléphones une fonction qui vous permettra de faire l'application de contact tracing. Ils ont dit aussi que plus tard, ils feraient eux-mêmes une application de contact tracing. Et là, vous arrivez à une... Et là, mais c'est important, hein, donc le diable est dans les détails. L'intérêt, quand c'est Apple et Google qui font ça, c'est qu'eux, ils savent laisser le Bluetooth allumé en tâche de fond. Et donc, votre Bluetooth, en fait, vous ne le savez pas, mais il fonctionne un peu, même quand vous croyez que vous avez coupé le Bluetooth. Mais chez Apple, par exemple, c'est réservé à l'intérieur de la suite Apple. Donc, en gros, si vous avez coupé votre Bluetooth, votre iPhone sait quand même si votre Apple Watch est dans la pièce, ou votre Apple TV, ou des devices Apple. Donc, il fonctionne un peu quand même. Et le gouvernement français a dit, vous nous mettez dans une dépendance incroyable parce que vous nous obligez à nous adosser à votre infrastructure. Donc, nous voulons pouvoir nous-mêmes activer à distance le Bluetooth. Apple a répondu, je ne laisserai jamais un État allumer à distance le Bluetooth dans les téléphones des gens. Je l'ai refusé au FBI, je ne l'accorderai pas à la France, même pour des raisons sanitaires. Et ce qui est probablement très défenseur des libertés individuelles, mais qui place aussi Apple dans une position de plateforme dominante dans les éventuelles applications de santé qui se feront plus tard. C'est-à-dire, elles ne pourront se faire qu'avec le consentement d'Apple. C'est-à-dire que même concrètement, ils pourront dire « Ah non, votre truc de la PHP, il ne nous plaît pas, on ne l'active pas ». Et donc, vous avez un tout dernier débat ancillaire qui s'est greffé, qui est le juge de l'intérêt général finalement? Est-ce que c'est une grande compagnie qui nous promet qu'elle protège les données personnelles, ou est-ce que c'est les États avec leur légitimité démocratique et leur contre-pouvoir? Donc voilà, il y a, je crois, largement de quoi faire un long débat entre éminents membres du barreau, et je vous repasse la parole. Xavier? Merci, Monsieur Verdier, de ces éclairages, de ces pistes de réflexion, de ces petites frayeurs aussi que vous disséminez ça et là dans ce que vous nous énoncez. La crainte, et Christiane Ferralchoub l'a dit, l'une des craintes premières des avocats, c'est de voir ce qui est un droit exceptionnel devenir un droit général. Et on a l'exemple de la loi d'urgence, c'est notre confrère Alexandre Archambault qui en parle. On a l'exemple de la loi d'urgence et de voir comment est-ce que... Deux questions. La première, c'est comment est-ce qu'un droit exceptionnel va rester exceptionnel? Et la deuxième, qui est le corollaire, comment est-ce que le développement d'une application comme celle Covid-19 peut se faire dans le respect des libertés fondamentales? Est-ce que Sophie Ferry-Bouillon peut nous éclairer? Je vais essayer, Xavier. Bonjour à tous. Merci, Madame le Président, d'avoir organisé ce débat d'une actualité et d'un besoin criant sur la notion, au fond,
l'actualité et l'importance toujours de cette notion de vie privée, de garantie des libertés fondamentales. N'y a-t-il pas aujourd'hui d'autres notions plus importantes et au premier chef, évidemment, la notion de santé et de sécurité de nos concitoyens parce que la crise sanitaire qui se pose cet enjeu-là et c'est bien dans ces termes qu'on veut poser le débat. Mais nous, juristes, nous articulons avec d'autres données et en particulier les garanties des libertés fondamentales et on pense immédiatement aux garanties de la vie privée, mais aussi aux libertés, ça c'est en amont, mais aussi aux libertés qui en découlent, la liberté de réunion, la liberté d'aller et venir, la liberté de circuler. Et Monsieur Verdier, vous l'indiquiez, quid des utilisations d'une part par l'État en amont de ces données, d'autre part par les entités privées, employeurs ou autres organismes qui auraient accès à ces données, mais également par les individus, puisque dans le cas de l'architecture informatique aujourd'hui, on est allé du plus haut jusqu'à une quasi-granularité et tout le monde est responsable de ces notions de garantie fondamentale. Donc, on a un principe qui aujourd'hui est très clair, ce principe dans notre droit, il doit être rappelé, c'est l'article 1 de la loi de 1978 qui est que l'informatique ne doit pas porter atteinte à la vie privée et aux différentes libertés. Ça, c'était quand en 1978, on a considéré que l'informatique, on devait protéger le citoyen de l'État. Aujourd'hui, un autre principe doit être rappelé, c'est le principe de l'interdiction du traitement des données de santé. Et la conjoncture actuelle fait que se pose la question de carrefour de toutes ces données. Alors la première des garanties, vous le soulignez Monsieur Verdier, c'est le volontariat. La notion de volontariat, elle est pour nous juristes extrêmement claire, c'est un consentement libre et éclairé. Premier point, la dénomination même de l'application Stop Covid. Est-ce que véritablement la notion de liberté est pleinement comprise dès lors que dans Stop Covid, vous posez l'ambiguïté de dire si je ne me sers pas de cette application, je suis un mauvais citoyen puisque je refuse de participer au traitement de cette pandémie. Évidemment, non, le débat ne peut pas être posé comme cela. La garantie du volontariat, c'est appelé par nombre d'intervenants comme devant être totalement garantie et non assortie, vous le disiez, Monsieur Verdier, de conséquences, à savoir l'accès aux soins, le traitement, la détection, les tests de façon privilégiée ou non. Ça, il faut rester dans un volontariat strict. Alors, pour répondre à la question de Monsieur Archambault, les garanties, c'est évidemment la première, la limitation dans le temps de cette application et de la récolte, de la collecte et de la conservation. Et là, ça pose évidemment immédiatement un problème que Madame le Président vous rappeliez dans votre allocution de départ, à savoir que bien évidemment, à un moment donné, il y a conservation de ces données. L'autre problème, c'est quid des algorithmes du traitement qui vont être mis en place de ces données. Là aussi, ça pose des questions. Donc, limitation dans le temps. La CNIL demande également une étude d'impact pour connaître très précisément les conséquences sur les libertés dont on parlait tout à l'heure. Il est également demandé la désignation d'un responsable en cas d'infraction ou de non-respect des limites posées à ces modalités de traitement. Donc, le contrôle et la garantie sont posés comme des conditions déterminantes. Moi, ça m'a fait penser, vous savez, à votre question, Monsieur Archambault, parfaitement judicieuse dans le contexte, à la fenêtre d'Overton, qui est en matière linguistique, on admet, on pose une généralité énorme qui n'est pas en phase avec l'opinion publique. Et puis petit à petit, parce que le public va accepter au fur et à mesure, il va s'acclimater. Et puis quand on lui sortira quelque chose de encore plus important, ça lui paraîtra finalement dérisoire et admissible. Donc attention, il y a des enjeux, il y a des garanties. L'atteinte aux libertés fondamentales auxquelles nous, peuple français et tous les peuples démocratiques bien évidemment, sommes attachés, ne peut être attaquée que dans le terme d'un grand principe, et ce principe, c'est le principe de la proportionnalité. Le principe de la proportionnalité, ça suppose que les garanties qui sont portées aux libertés sont au premier chef d'un intérêt. Quelle est l'efficacité prévue, prouvée
c'est là l'intérêt de l'étude d'impact, sur la lutte contre la pandémie. C'est la première des preuves, c'est le premier terme du débat très pratique qui doit s'inscrire dans les réflexions à venir. C'est aussi sur la faisabilité, l'exactitude des données. On ne peut pas considérer qu'il y ait des faux positifs ou des manipulations des données, compte tenu des atteintes possibles, Monsieur Verdier, vous les décliniez, aux libertés fondamentales. Voilà, c'est ma première réaction. Merci. Je voulais juste rajouter un mot parce que Sophie Ferry-Bouillon, vous venez d'évoquer le solutionnisme, qui est une expression d'ailleurs qui a été utilisée par la Commission nationale informatique et liberté. Et en fait, ça pose la question de l'efficacité de la solution proposée. L'objectif, on l'a bien compris, prévenir les personnes qui ont été en contact avec un malade testé positif, pour se faire tester soi-même, si besoin d'être pris en charge très tôt ou bien se confiner, on a compris. Mais quelle est l'utilité, l'efficacité d'une telle application en l'absence d'une véritable politique de test? Quel est l'intérêt de savoir que l'on a croisé une personne Covid-19 s'il n'est pas possible de mesurer son impact réel sur sa santé et de prendre les dispositions appropriées? Et sur le plan technologique, le ministre Cédric O a précisé lui-même, s'agissant de cette technologie, qu'il y aura vraisemblablement un certain nombre de faux positifs, car l'application ne saura pas vous dire si vous avez été dos à dos, face à face avec la personne, si vous avez touché une surface contaminée. Ce ne sera pas magique, nous dit-il. Alors, si on ajoute une étude qui a été faite par l'université d'Oxford, l'efficacité d'une telle application ne pourrait être assurée que si au moins 60 à 70% de la population de référence procède à son installation. Or, on sait que 25% des personnes ne sont pas équipées de smartphones en France, dont la majeure partie sont des personnes âgées, et c'est-à-dire la population la plus à risque. Il nous reste donc 75% de la population susceptible, certes, de télécharger l'application, mais pour qu'elle soit efficace, cela voudrait dire qu'il y a un nombre considérable de personnes qui doivent s'équiper, qui doivent aussi apprendre à s'en servir. Voilà, donc on est dans une situation dans laquelle, statistiquement, il semblerait qu'il soit quand même compliqué que l'application soit réellement efficace. Voilà ce que je voulais ajouter sur cette notion de solutionnisme. Monsieur Verdier, vous vouliez ajouter quelque chose? Pas forcément là, mais oui, je crois que cette question est très importante, cette question du solutionnisme. Nous vivons quand même dans un monde où on nous a vendu les merveilles du numérique ou de la technologie depuis des décennies, et où, face à de très nombreux problèmes, et pas seulement celui-ci, les gens rêvent d'un outil qui réglerait le problème. C'est ça qu'on appelle le solutionnisme. Et en général, ça tape toujours à côté de la plaque, parce qu'il faut d'abord construire une stratégie, puis une organisation, puis en général, la lutte contre une épidémie, par exemple, les anthropologues qui ont travaillé sur Ebola l'ont montré, ça demande une compréhension et un consentement de la société sur le cadre stratégique général. Et d'ailleurs, si vous refaites une réunion pour parler des fake news et tout ça, je vous dirais qu'il faut tolérer un peu de controverse et de bêtises sur les réseaux sociaux le temps que la société se stabilise autour d'un consensus. Et c'est ça qu'on appelle le solutionnisme. Et là, je ne parle pas des plus hautes autorités, mais quand vous regardez la nature du débat public sur ce sujet, vous en avez vu plus d'un qui s'est précipité dans le rêve d'une app qui nous arrêterait l'épidémie. Et le Conseil national du numérique, dans son avis, Sophie a lui aussi dit qu'on n'aurait pas dû l'appeler Stop Covid, mais Info Covid, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et je confirme aussi que la question des faux positifs, des faux négatifs est très importante, sachant que là, tout dépend des scénarios d'usage. En l'occurrence, ce qu'on envisage, c'est de prévenir les gens qu'ils ont peut-être été infectés et qu'ils devraient peut-être aller se faire dépister. Donc, on ne va pas leur demander d'arrêter leur travail ou de se confiner.
Donc, la gravité d'un faux positif dépend aussi de ce que vous faites de l'outil, en fait. Mais on est bien d'accord qu'il faut un certain nombre, un pourcentage significatif. Si on prend l'exemple de Singapour, qui est un modèle revendiqué par la France, on notera que seulement moins de 20% de la population, je crois qu'on est à 19% de la population, a téléchargé l'application Trace Together, qui fonctionne sur le même principe que Stop Covid. Et on voit bien qu'avec 19% de la population, on ne va pas arriver à une solution efficace. Tout à fait. Mais là aussi, il y a deux clés de raisonnement. Les épidémiologistes, ils définissent ce qu'ils appellent le seuil épidémique. Et c'est le moment où il y a une telle densité de microbes dans la population que la croissance devient exponentielle, avec tous les problèmes que ça a. Si on veut nous remettre sous le seuil épidémique, il faut probablement… Enfin, il y a une seule étude, et qui est peut-être un peu au doigt mouillé, étude anglaise, qui disait qu'il faut probablement 60% de la population. Je ne sais pas si c'est 50 ou 70. En revanche, à titre individuel, ça peut quand même être rassurant pour quelqu'un de se dire « c'est bon, j'ai l'application dans ma poche ». Il peut y avoir des effets individuels, même si ça n'a pas d'effet sur le seuil épidémique. Ouais. Après, quand Xavier me passait la parole, si on a le temps, je pense que nous pouvons aussi partager dans ce débat sur une deuxième question qui moi, me tient beaucoup à cœur. On analyse beaucoup ces questions à travers la protection des données personnelles et les libertés individuelles. Et on a bien raison, c'est un sujet très important. Mais pour moi, il y en a un deuxième, tout aussi important. Simplement, nous n'avons pas fait le même effort d'élaboration et nous n'avons pas encore un cadre juridique aussi mûr. On pourrait appeler ça les libertés collectives. On pourrait appeler ça la gouvernance de la gouvernance algorithmique, la gouvernance du biopolitique. En fait, si vous lisez un peu de science-fiction post-années 70, avec toutes ces dystopies et ces cyberpunk, etc., vous voyez très bien qu'on peut inventer plein de dystopies indifférentes aux données personnelles. Je peux fabriquer un monde où si vous pesez plus de 70 kg, vous ne pouvez pas monter dans le métro. Si vous avez plus de 38,5, vous ne pouvez pas rentrer dans le supermarché. Ou des drones poursuivent les petits vieux dans la rue en disant « rentre chez toi, rentre chez toi ». Tout ça, je peux vous le faire sans données personnelles. Face à des pandémies de ce genre, il y aura de nombreuses décisions qui seront nos règles de vie en commun, avec des tentations de les renforcer par des dispositifs techniques. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait un cadre juridique suffisant pour penser comment nous pouvons déployer des dispositifs de gouvernance collective, de gouvernance algorithmique. On pressent qu'il faut que le code source soit ouvert pour que tout le monde puisse le vérifier, qu'il faut une traçabilité pour savoir qui a utilisé telle ou telle donnée, qu'il faut la certitude que le dispositif a été vraiment désarmé quand on n'en a plus besoin. On le pressent, mais ce n'est pas dans la loi, en fait. Ce que nos ancêtres ont fait pour les données personnelles et les libertés individuelles, il faut peut-être le faire maintenant pour les données statistiques et les libertés publiques. Très intéressant. Des thématiques qui ressort des questions qui nous sont posées est relatif à l'avis rendu par la CNIL le 26 avril. L'avis de la CNIL qui souligne le respect du privacy par design de Stop Covid selon ce qu'on en sait. Est-ce que, Anne-Laure Hélène, tu pourrais nous faire un cadre et mettre un peu en perspective et éclairer l'avis de la CNIL plus qu'il ne l'a été dans les commentaires parfois un peu succincts de certains? Merci Xavier, bonjour à tous. Effectivement, la CNIL a rendu son avis. Elle a rendu, il y a d'abord eu d'ailleurs une audition de la présidente de la CNIL par le Sénat, puis un avis formel effectivement à la demande du ministre du numérique, qui de la même façon a d'ailleurs demandé son avis au Conseil du numérique qui a été évoqué par monsieur l'ambassadeur. Donc on a déjà, je dirais, dans le cadre de cette consultation publique un peu élargie, deux avis éclairés d'experts, l'un sur les données personnelles, l'autre sur le numérique, qui sont finalement les deux pans de réglementation qui ont vocation à réglementer, à encadrer, à nous éclairer sur la manière dont cette application peut être d'abord développée, puis ensuite déployée de façon licite et dans un cadre légal. Alors, qu'est-ce que nous dit la CNIL? Ça a été rappelé, elle alerte sur le fait que déjà, elle n'a pas toutes les
fonctionnalité à ce stade, toute la documentation technique et fonctionnelle, nous dit-elle, pour pouvoir avoir un avis totalement éclairé sur ce que pourrait être demain ce déploiement de cette application Stop Covid. Ça, c'est la première chose. Et donc, elle nous dit, moi, je veux être ressaisie lorsque cette application sera mise en place. Et on l'a appris par le Premier ministre. Il y aura effectivement une saisine plus tard. Et donc, de la même façon qu'il y aura une saisine plus tard du Parlement, la CNIL devra être ressaisie pour dire très précisément, pour qu'elle donne très précisément son avis sur la compatibilité de cette application avec le droit des données personnelles et plus particulièrement avec le fameux règlement RGPD, puisque depuis le départ, le ministre du numérique et les différentes personnes qui sont intervenues sur cette application ont affirmé que c'était une application qui était RGPD compatible, c'est-à-dire protectrice et respectueuse des données personnelles de chacun. Et là-dessus, on nous a donné 2 informations complémentaires. On nous a dit d'abord que ce serait sur la base du volontariat et Madame la Présidente l'a très bien rappelé, c'est-à-dire que ça doit être un consentement à la fois éclairé, mais un consentement qui peut aussi évoluer. Donc, c'est un consentement un jour pour télécharger l'application, mais peut-être demain pour la supprimer et donc pour que ces données soient supprimées. On en a assez peu parlé, mais c'est un point qu'a souligné, bien entendu, la CNIL. Et un autre point évidemment important, c'est que c'est un consentement qui ne doit pas être détourné, il ne doit pas être détourné par un employeur, il ne doit pas être détourné par une personne malveillante qui tenterait effectivement de laisser croire que telle ou telle personne a pu être en contact avec une personne infectée. Car on voit bien que la technologie du Bluetooth, et là on rentre effectivement plutôt dans le domaine des nouvelles technologies et peut-être plus largement de la réglementation des télécoms. Le Bluetooth est une technologie qui va apporter un certain nombre d'informations techniques qui doivent être traitées, si je puis dire, juridiquement. Est-ce que effectivement le fait qu'une donnée soit récupérée par le téléphone correspond véritablement à la finalité qui est poursuivie à travers cette application, c'est-à-dire que la personne a bien été en contact, ou est-ce que c'est un faux négatif ou un faux positif, comme ça a été évoqué précédemment. On sait que le Bluetooth, c'est une portée de 10 mètres, alors que le contact avec éventuellement un porteur de l'infection, c'est plutôt 1 mètre ou 1,50 mètre. Donc, il y a clairement un décalage entre la portée de la technologie Bluetooth et l'information qu'on souhaite collecter à travers cette application. Alors, je dirais, dernier point peut-être sur ce cadre-là, la CNIL dit qu'elle souhaiterait une étude d'impact de la même façon que le Conseil du numérique dit qu'il faudra demain, au-delà du développement de l'application, que dans le cadre du déploiement, il y a un contrôle de l'algorithme qui est derrière cette application, mais aussi un contrôle de la mise en œuvre des données telles qu'elles sont collectées et stockées, voire supprimées. Un contrôle peut-être de la CNIL, qui, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle, pourrait être amené à s'assurer que la finalité poursuivie, la durée de traitement également, a bien été respectée par rapport à ce qui lui aura été dit en amont. Tu me disais tout à l'heure, Anne-Laure-Hélène, quand on préparait cela, qu'il y avait aussi la référence à un plan général de santé dans la vie de la CNIL. Et ça me fait rebondir sur une question que pose Delphine Carnel. Elle dit « Le fichier de vaccination qui avait été établi à l'époque du H1N1 en 2009 devait être temporaire. Est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu ?» Moi, je pose la question très benoîtement. Est-ce que tu sais, toi, est-ce que tu as l'information de ça, de ce que ce fichier de vaccination qui avait été établi à l'époque, ce qu'il est devenu, est-ce qu'il a été traité par la CNIL ou pas? Est-ce qu'il y a eu un suivi? Alors, c'est effectivement à la CNIL qu'il faudrait poser la question. C'est la CNIL qui est en charge de ce contrôle et qui doit s'assurer qu'effectivement, tout fichier répond à ses finalités et effectivement donne lieu à des suppressions lorsque effectivement la durée pour laquelle effectivement les données ont été collectées est échue. Et donc, s'il y a un doute, effectivement, il faut saisir la CNIL pour qu'elle s'assure, ou d'ailleurs, elle peut s'autosaisir pour s'assurer qu'effectivement, ce fichier a été supprimé, si tant est qu'effectivement, il n'y a plus lieu d'être, comme pour le H1N1, si la durée, effectivement, de ce traitement est échue. Je vais revenir sur le cœur de notre métier, Christiane Ferrachul.
comment est-ce qu'une application pareille peut être compatible avec les impératifs de notre secret professionnel? Alors, si l'on considère que, effectivement, il y a une identification possible, donc on est dans la pseudonymisation, il y a un sujet. Donc on peut, imaginer que, l'utilisation de l'application, doivent être, déconnectées lorsqu'on se rend chez un client ou s'il y a une possibilité d'interférence. Mais ça participe aussi de l'efficacité du dispositif. C'est une très bonne question. C'est une question qui rejoint d'ailleurs une préoccupation que devraient avoir les avocats lorsqu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux et où il peut y avoir une possibilité d'identifier le client. Je prends un exemple tout simple. Si dans un groupe Facebook, tout à coup, on explique qu'on rejoindra plus tard parce qu'on est bloqué dans une négo et que cette négo permet d'identifier qu'on est précisément dans telle entreprise dont justement on est en train de parler. Enfin, dès lors qu'il y a des recoupements possibles, on est susceptible de violer le secret professionnel. Donc oui, il y a un risque et l'articulation devrait se faire par cette possibilité de se déconnecter. Je rappelle que l'argument souvent avancé est le volontariat. Donc, on peut imaginer que sur ce point-là, il y aura en tous les cas une très grande vigilance à avoir. Et je trouve la question très pertinente. Sophie Ferré-Bouillon, pour rebondir sur ce que disait Anne-Laure-Hélène Deillouze, la question du volontariat, il y a des questions qui nous sont posées sur comment, Marion Verne qui dit comment le consentement peut être libre et éclairé dès lors qu'en l'absence d'informations claires, le citoyen n'est pas en mesure de savoir comment cela sera efficace, comment ce sera attentatoire à ses droits. On a une autre question de quelqu'un qui nous interroge en disant mais comment est-ce que peuvent faire les parents pour s'assurer que les enfants ne vont pas télécharger cette application et que ce seront donc des mineurs qui auraient l'application dans un consentement qui ne serait donc pas libre et éclairé? Est-ce qu'on a idée de comment contrôler tout ça? C'est effectivement les deux conditions au consentement au volontariat, c'est le consentement libre et éclairé. Donc libre, ça veut dire qu'on est sans pression aucune, c'est une utopie dans le contexte actuel. Et éclairé, ça suppose aussi évidemment, et c'est des données qu'on n'a pas encore aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle notamment M. le Premier ministre nous a indiqué qu'on compléterait le dispositif, on le soumettrait ultérieurement, c'est pour connaître les paramètres d'application, les modalités. Sur tout cela, il y a encore des zones de flou importantes et l'information qui doit être donnée aux citoyens doit être complète. Il doit pouvoir savoir ce à quoi il s'engage précisément. Anne-Laure Hélène le soulignait tout à l'heure, il doit pouvoir activer l'application, mais également la désactiver. Le volontariat doit être continu. C'est très intéressant dans le cadre de la progression de l'évolution de notre droit et du positionnement du citoyen. Ça démontre aussi que le citoyen est détenteur d'un pouvoir. Et qui dit pouvoir dit responsabilité, qui dit responsabilité dit liberté, ou qui dit liberté dit responsabilité. Donc, il doit y avoir tous les strates de respecter à tout moment. Henri Verdier, il y a quand même une sécurité qui peut augmenter de beaucoup le seuil de confiance, c'est si le code source est libre, c'est-à-dire qu'il est publié, téléchargeable par des gens qui peuvent jouer avec, le déployer, le tester ses conditions limites, etc. Ça a été promis pour l'instant. L'INRIA, qui est le chef de fila du projet, a annoncé que ce serait open source. Ça n'est pas encore en ligne. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, les développeurs savent aussi travailler en transparence dans un GitHub. On n'est pas obligé d'attendre que ce soit fini pour publier un code. On peut le développer en public aussi. Ça n'évite peut-être pas tout, parce que par exemple, ça ne vous prouve pas forcément que quelqu'un a bien effacé de la donnée à la fin quand on n'en avait plus besoin. Mais ça vous permet de voir 95% des problèmes et j'espère que cette promesse gouvernementale sera tenue. Je ne vois pas d'ailleurs comment des applications de ce genre qui touchent tant de millions de gens, etc., pourraient ne pas être open source. La confiance, effectivement, repose aussi sur la condition de la transparence. On a quelqu'un qui nous interroge pour savoir pourquoi est-ce que la Commission nationale consultative des droits de l'homme n'a pas été consultée. Lequel d'entre vous veut répondre?
Aucun d'entre vous. Ah, si, en fait, on veut toutes répondre. Je croyais que Anne-Laure Hélène souhaitait répondre. Alors, on avait évoqué la question de la Cour européenne des droits de l'homme et la question de savoir si effectivement elle pourrait être saisie, ce qui est un tout petit peu différent, mais néanmoins, ça, je crois, répond à la même logique. L'idée d'une saisine d'une cour qui vient là de manière subsidiaire, si tant est que, je dirais, l'organisation et les autorités nationales n'ont pas fait leur travail, c'est dans ces conditions-là et uniquement dans ces conditions-là qu'elles ont vocation à intervenir. Ou parce que effectivement, elles considèrent qu'il va y avoir une carence dans la législation nationale. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Ce qu'on peut ajouter par rapport au cadre national et au cadre légal potentiel qui pourrait s'appliquer à cette application, c'est que la CNIL appelle de ses voeux un texte législatif pour encadrer effectivement le déploiement de cette application. C'est pas évident d'un point de vue strictement juridique que ce soit nécessaire, mais c'est ce que la CNIL appelle de ses voeux. Sophie, tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Moi, je voulais simplement rajouter, sauf erreur de ma part, et je crois que ça doit être l'article 21 du RGPD, prévoit la possibilité d'utiliser ce type d'application et vise même la pandémie, enfin vise dans d'autres termes, ce genre de situation. Donc, on peut imaginer que le dispositif a été anticipé, ça a d'ailleurs été très bien dit tout à l'heure par Monsieur Verdier. Ensuite, notre tradition française, et ça a été également souligné depuis 1978, c'est l'extrême vigilance. Donc, il aurait été logique, et je rejoins la personne qui pose la question, il aurait été logique que toutes les instances existantes, et notamment la commission consultative et autres, en fait, toutes ces commissions qui travaillent sur le thème des libertés et sur cette sensibilité-là, soient consultées. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est en train de protéger une liberté, le droit de santé finalement, et d'imposer finalement au nom de la sécurité une nouvelle liberté qui serait la sécurité est la première des libertés, ce qu'on peut entendre ici ou là, ou est-ce qu'il faut rester dans l'opposition sécurité-liberté? Il y a, dans le prolongement de ça, sur la sécurité et comment s'assurer de sa sécurité, une question un peu pernicieuse et intéressante de Madame Witz, qui dit, mais comment peut-on garantir l'efficacité de l'outil si on l'active et on le désactive quand on veut? Monsieur Verdier, si l'outil est à géométrie et à usage variable, comment fait-on pour lui donner une quelconque efficacité techniquement? Ouais, vous me posez la question. Non, mais ça dépend ce qu'on attend de ce qu'on appelle l'efficacité de l'outil. Je vous rappelle que globalement, d'abord ici, nous avons une épidémie d'un genre un peu bizarre qui va tuer des dizaines de milliers de gens, mais qui va en contaminer des dizaines de millions. Donc elle a une létalité somme toute assez faible. Il ne faut pas oublier qu'on pourrait avoir une sorte d'Ebola ultra contagieux, par exemple. Ça serait une autre histoire épidémiologique. Et n'oubliez pas, le cœur de la stratégie sanitaire, c'est de ne pas engorger les hôpitaux. Parce qu'en revanche, si on manque de respirateurs, tous les gens qui n'entrent pas en respirateur, ils sont condamnés. Donc, vous vous rappelez, en début de crise, on parlait de lisser la courbe. Et là, de ce point de vue-là, même un usage incomplet, partiel, etc., il peut quand même baisser un peu la crête de la courbe, quoi. Après, personne n'a dit que cette application permettrait de vous garantir que vous ne serez pas contaminé. Donc, en gros, si les gens la désactivent, c'est moins bien, mais ça peut quand même avoir un impact statistique un petit peu. D'accord. Sophie Ferry-Mouillon, Nathalie Holmer, qui siège avec nous au Conseil national des barreaux, aborde la question de la problématique de la collecte de toutes les données de santé, dont on sait qu'elles sont pas très loin, puisque certains ont écrit, et notamment il y a un article assez intéressant écrit par des chercheurs du CNRS et NIRIA, qui parle
de collecte un peu sauvage des données. Comment est-ce qu'on fait avec les données de santé? C'est régi par le Code de la santé publique et c'est un projet qui a été remanié par le gouvernement au mois de juillet 2019 avec ce qu'on appelle le HDH, le Health Data Hub, en français la plateforme des données de santé, qui vise à collecter les données de santé du peuple français pour pouvoir les mettre à disposition des chercheurs pour l'intérêt bien compris de la recherche et de la progression scientifique. Mais on peut retrouver des recoupements avec la problématique du tracking d'aujourd'hui, mais se pose la question de l'identification, de la conservation des données, du contrôle de la finalité de l'utilisation de ces données. Donc là aussi, la problématique de la gouvernance qui se pose de façon cruciale, gouvernance éthique, gouvernance des algorithmes, tout ça est extraordinairement d'actualité très générale. La question des algorithmes et du gouvernement de l'algorithme se pose. Certains ont une suspicion que ce soit du gouvernement technologique et non plus du gouvernement politique, et que dès lors les libertés fondamentales soient plus en danger parce qu'un gouvernement algorithmique n'est basé que sur des données scientifiques et pas sur des données humaines, sociologiques, philosophiques, quelles qu'elles soient. Qu'est-ce qu'on peut craindre? Qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, avocats, comme solution à cela, Madame le Président? Très bonne question. On a vu des débats se lancer, notamment dans l'orientation dans les lycées. Enfin, on a vu l'utilisation qui pouvait en être faite. Je pense que si je me concentre sur le volet justice, qui nous a quand même beaucoup occupés, c'est de rappeler que dès qu'il y a un algorithme, il y a des biais. Que si on n'annihile pas les biais existants et les ruptures d'égalité qui peuvent naître de ces biais, la reproduction mathématique au moyen des algorithmes conduira inévitablement à la reproduction permanente des biais. Une fois qu'on a intégré cela, ça veut dire respecter un certain nombre de règles éthiques qui ont d'ailleurs été proposées. Je pense aux règles éthiques proposées par le CEPEJ, le Conseil de l'Europe. C'est exiger, dès qu'il est fait appel à un algorithme à l'initiative des pouvoirs publics, d'exiger que dans les cahiers des charges, dans les appels d'offres, il y ait la prise en compte de ces algorithmes, de ces principes, pardon, dès qu'il y a utilisation des algorithmes, a fortiori pour l'intelligence artificielle, et veiller à ce que ces règles soient systématiquement respectées et alerter sur les inégalités, les atteintes aux libertés qui peuvent être en lien avec ces biais, qui peuvent se reproduire. Donc, d'où l'importance de rester extrêmement vigilant sur ce thème. Alors, on a toute une série de questions un peu techniques et dont je ne suis pas sûr qu'on aura, nous, les compétences avocats pour pouvoir y répondre. Il y a cependant une question qui est, je trouve, intéressante dans sa globalité, qui est: on n'a jamais vu les chercheurs et informaticiens autant se déviser sur l'efficacité et l'intérêt d'un outil numérique. Comment est-ce que cela peut-il s'expliquer? Monsieur Verdier, la question est peut-être plus pour vous. Ouais, c'est parce qu'on a tous les combats à la fois. On a un combat… Justement, il y a eu la querelle solutionniste. Il y a des gens qui ont dit qu'il faut vite faire un outil, et beaucoup d'autres, souvent dans les milieux informatiques, ont dit ça suffit de croire que l'informatique, c'est une baguette magique qui règle tous les problèmes. Trouvez-nous des masques, trouvez-nous des tests, trouvez-nous une stratégie de prévention et on fera les outils qui vont bien. Ensuite, on a eu des querelles d'architecture, centralisée, décentralisée. Qu'est-ce qu'on crypte, à quel endroit, quelles sont les clés de chiffrement, etc. On a eu une querelle de montage. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, il a été choisi une manière un peu ancienne de faire de l'informatique, si je puis me permettre, c'est-à-dire avec un gros consortium de grandes entreprises françaises, là où d'autres équipes disaient faisons donc plus comme l'esprit startup, une toute petite équipe autonome soudée qui fait un projet puis qui en rend compte. On a ce sujet du degré d'autonomie par rapport à ces plateformes que sont les téléphones portables. Est-ce qu'on bâtit sur eux
ou est-ce que la souveraineté exige qu'en fait on puisse s'émanciper d'eux et bâtir sur nos propres infrastructures? Et on a quand même la petite crainte que les promesses du début, ne vous inquiétez pas, c'est seulement sur une base volontaire et seulement pour dire aux gens qu'ils ont été un jour en contact avec un malade, puisse devenir plus que quelqu'un dise ah bah tant que j'y suis, je vais vérifier s'ils ont respecté le confinement, ou tant que j'y suis, je vais vérifier que sais-je encore. Donc ça a été comme, vous savez, parfois sur la plage, vous avez 2 vagues qui arrivent en même temps et qui explosent parce qu'elles se choquent. Là, on a eu 5 ou 6 vagues qui se sont rencontrées sur un point extrêmement précis. À titre personnel, mais parce que maintenant je suis diplomate, je pense que c'est aussi parce qu'en fait, on a un combat géopolitique sur le narratif qu'il convient d'appliquer à cette crise, et pour savoir si les démocraties savent gérer les épidémies. Et ce combat de narratif n'a pas été lancé par nous, il a été lancé par un grand pays très oriental. Et je crois qu'on a été aussi, le débat public français a été immergé dans un débat public international. On a une question pour vous, Monsieur Verdier, et j'aurai une question aussi pour Sophie Ferry-Bouillon juste après. On nous parle d'une consultation de l'ANSSI. Vous en savez quelque chose? On est visiblement dans un micro-secteur, allez-y. Non, pas particulièrement. Enfin, je connais bien l'ANSSI, je travaille que toutes les semaines, mais l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Elle regarde le risque cyber. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une intrusion, qu'une puissance étrangère ou un cybercriminel pénètre dans le système, ou le détourne, ou l'interrompe, ou lui fasse faire autre chose que ce qui était prévu? Donc, je sais que l'ANSSI est sollicité pour analyser l'architecture proposée au nom de la cybersécurité. Mais je ne sais pas son avis et je ne sais pas ce qu'elle a dit. Sophie Ferry-Bouillon, en matière de liberté fondamentale, qu'est-ce qui serait raisonnable comme durée d'application de cette application? Pardon. Est-ce qu'on peut dire que, puisqu'on n'a aucune idée de la durée de la pandémie, est-ce qu'on peut dire qu'elle va durer le temps infini de la pandémie? La réponse est donnée par la proportionnalité de l'outil, c'est-à-dire est-ce que cet outil est efficace? Est-ce qu'il est utilisé pour lutter contre la pandémie? La réponse politique est oui. Donc à cette réponse, on applique l'application durant le temps de la pandémie. Oui, c'est l'outil qui répond aux besoins. Et quel contre-pouvoir, quel mécanisme de contrôle pourrait être inscrit dans la loi qui nous satisferait? C'est ce qui est demandé également par le Conseil national du numérique, par la CNIL, qui demande, le Conseil national du numérique a indiqué qu'il fallait un collège de personnalités qui puisse à tout moment arrêter le fonctionnement de cette application si des dérives étaient vues, perçues. On parlait à l'instant aussi du piratage extérieur. L'utilisation des données, elle peut être dévoyée de l'intérieur, mais aussi par des sources malveillantes. Donc, à tout moment, il doit pouvoir y avoir un contrôle d'un comité d'éthique opérationnel. Alors, pardon, je me remets sur les questions qui nous sont posées. Il y a une question de M. Lamont, si je la retrouve, elle a disparu, je vais résumer, mais il va me vouloir parce qu'il va trouver que je résume trop, mais qui disait, mais après tout, face à la situation, est-ce qu'on ne doit pas se plier à ça, et dès lors qu'il y a les garanties, est-ce qu'on ne doit pas accepter les impératifs sécuritaires et sanitaires? Peut-être juste déjà un point sur l'application en tant que telle. À partir du moment où on aurait effectivement toutes les conditions dans lesquelles cette application va être développée puis ensuite déployée, peut-être que sur le principe, effectivement, d'ailleurs, la CNIL ne dit pas qu'elle est défavorable. Elle dit oui, mais je veux en savoir plus. Donc voilà, déjà je dirais le régulateur et le protecteur des données personnelles ne dit pas non. Je dirais que par rapport à ça, il faut voir ça, effectivement, il faut ramener peut-être cette application qui nous fait débattre beaucoup, mais qui en pratique va peut-être avoir une portée très limitée, et donc peut-être
serait tout à fait acceptable puisque ce ne serait qu'un outil de plus, comme on a eu l'outil qui nous permet de faire des attestations de façon numérique et donc de façon plus aisée que sur format papier pour nous déplacer lorsque nous sommes dans un des cas dérogatoires. Donc peut-être qu'effectivement, si tant est que les finalités, les conditions, les données effectivement et le traitement tel qu'il va être effectué est totalement clarifié et totalement rassurant, notamment sur la question des données personnelles, on pourrait imaginer que cette application est envisageable. Mais voilà, c'est toutes ces questions-là qui restent encore en suspens et qui méritent effectivement un débat, des consultations et certainement des réponses claires et rassurantes. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble déjà. Christiane, je crois qu'il est peut-être temps de conclure. Oui, bien sûr. C'est un sujet sur lequel on pourrait passer beaucoup de temps. Je comprends l'observation de Bernard Lamont qui dit finalement, il faut quand même explorer, c'est une solution parmi d'autres. Ça traduit quand même l'état d'esprit des Français. Vous savez que souvent, la même personne qui n'a aucune envie qu'une caméra surveille l'heure à laquelle elle rentre dans son immeuble et n'a aucune envie que son voisin sache ce qu'elle fait à quelle heure, c'est la même personne qui en général va hurler en disant « mais avec toutes les caméras qu'il y a dans cette ville, je ne comprends pas qu'on ne retrouve pas mon agresseur ». Donc, on est dans une société de surveillance et la question est le positionnement du curseur. Si on regarde ce qui se passe en Chine, vous avez aujourd'hui des drones qui surveillent les frontières, vous avez un système de notation qui est déterminant puisque c'est celui qui va permettre de faire accéder ses enfants à telle école, telle université. C'est celle qui va permettre d'accéder à un niveau d'études qui vous permettra peut-être de faire ce que vous voulez. Et donc, je pense qu'on peut se poser la question du monde pensé par Orson Welles à une époque. On peut véritablement s'interroger sur ces solutions qui émergent et qui peuvent s'installer dans le décor avec toujours en toile de fond la sécurité. Au nom de la sécurité, finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à grignoter sur nos libertés? Et la première de ces libertés, on la vit douloureusement, enfin en tous les cas, moi je la vis douloureusement, qui est de ne pas pouvoir aller et venir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a posé un certain nombre de questions autour d'une solution qui est proposée. On souligne simplement que l'efficacité pourrait être relative pour des raisons de couverture territoriale. Est-ce que finalement on va avoir 10% des personnes équipées, 50%, comment on gère la fracture numérique? Tout à l'heure, l'un des participants soulignait également que si on a la possibilité de se déconnecter, de se reconnecter, de dire oui un jour, non un autre jour, est-ce que ça n'ajoute pas à l'efficacité relative? Et encore une fois, l'exemple de Singapour, où vous avez 20% de la population qui véritablement utilise cette application, quid statistiquement? Est-ce qu'on considère que finalement un petit peu, c'est quand même de l'efficacité? Donc la question est l'efficacité. La deuxième, c'est la traçabilité. Alors, on nous explique que la solution serait anonyme parce qu'elle reposerait sur une technologie Bluetooth et pas sur la géolocalisation, alors certains vous disent il n'y a aucune possibilité de réidentification. La technologie Bluetooth, on le sait, c'est une communication entre deux cartes qui sont rattachées à un terminal mobile. Ces cartes doivent communiquer sur la base d'un identifiant unique qui est généré par un serveur central. Cet identifié permet de rattacher l'information communiquée à la carte Bluetooth. Donc, on voit bien que le lien fait qu'il y a peut-être pseudonymisation si on ne parle pas d'anonymisation, et on dit simplement qu'il faudrait des garanties prises pour limiter les risques de réidentification des personnes et qu'à défaut, il pourrait bien y avoir des dérives
à l'exemple justement d'un dispositif de notation qui permet aujourd'hui d'identifier les citoyens anormalement endettés en Chine. Enfin, le dernier point qu'on a souligné, c'est le volontariat, sur lequel ce qu'on dit, c'est volontariat, consentement, mais est-ce que finalement tout ça n'est pas biaisé? Parce que est-ce qu'on peut vraiment parler de volontariat dans le contexte de la pandémie? Est-ce que, pour reprendre l'exemple de monsieur Verdier, si l'employeur précautionneux impose à ses salariés de s'équiper de cette application pour pouvoir revenir sur son lieu de travail, est-ce qu'il y a toujours consentement? On est dans la même logique du Wi-Fi qu'on accepte moyennant des données qu'on communique. Alors oui, on est toujours entre deux finalement principes fondamentaux, sécurité au prix de la liberté ou liberté avec moins de sécurité. Est-ce que finalement la question n'est pas celle toujours et toujours du positionnement du curseur, et nous, avocats, sentinelles des libertés, c'est notre rôle de veiller à ces libertés qui ont été rappelées à l'article 1 de la loi Informatique et Liberté. Voilà comment je peux conclure ce débat. Merci à tous d'y avoir participé. Merci aux intervenants. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, Sophie Ferry-Bouillon. Merci Anne-Laure Hélène Desilouz et merci, Xavier Autain. Merci à tous ceux qui ont organisé, participé, les permanents du Conseil national des barreaux, qui sont extrêmement mobilisés, présents, réactifs et actifs. Donc tous confinés, actifs. Merci.